Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de vous être connectés pour ce webinaire de présentation de la Semaine nationale de la dénutrition. Et sans plus tarder, je cède la parole à Madame Lachaussée. Bonjour à toutes et tous. Ravi, on est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui est animé par le collectif de lutte contre la dénutrition, qui est plus particulièrement à destination des professionnels des résidences autonomie et des habitats intermédiaires. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, une toute petite phrase de présentation, puisqu'il nous paraissait important aussi de rappeler brièvement le rôle de l'assurance retraite, plus particulièrement notre action et l'action sociale que nous conduisons de manière engagée au quotidien aux côtés des seniors. Donc c'est vrai que l'assurance retraite, c'est le premier régime de la retraite en France. On sert plus de 8 retraites sur 10. Donc on touche un public quand même assez conséquent. Et au-delà de cette mission de versement des retraites, eh bien, on a aussi une politique d'action sociale qui vise à accompagner le vieillissement dans les meilleures conditions possibles en soutenant l'autonomie, en soutenant la santé et la qualité de vie des retraités tout au long de leur retraite. Donc notre action sociale, elle va s'adresser en priorité aux personnes âgées qui sont fragilisées par l'avancée en âge. Typiquement, on n'intervient pas sur des personnes qui sont déjà en perte d'autonomie. Pour autant, on a à cœur d'accompagner le plus possible la prévention contre l'isolement, contre les difficultés sociales ou les problèmes de santé, avec une ambition qui est forte, c'est prévenir cette perte d'autonomie, permettre aux seniors de rester acteurs de leur parcours de vie, quel que soit leur domicile, quand ils sont dans un domicile privé ou en établissement. Et donc, pour ce faire, on a plusieurs moyens d'action. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'agir bien sûr directement auprès des retraités avec des actions d'information pour le plus grand nombre. Là, on s'adresse aux retraités, quel que soit leur âge, à leurs aidants aussi. Et également, on essaye de soutenir des actions collectives pour favoriser justement la participation sociale, la prévention et le bien vieillir. Et pour les plus fragiles, nous avons des parcours d'accompagnement qui notamment se mettent en œuvre via des plans d'aide qui sont personnalisés, adressés à chaque situation. On intervient aussi auprès des professionnels et des structures. Donc là, l'objectif pour nous, c'est d'apporter un soutien financier en fonction des possibilités qui sont les nôtres, puisque l'action sociale, c'est une aide extra-légale, donc avec un budget limité. Néanmoins, on accompagne différents types de projets. Et aussi, on a mis en place des procédures, des actions très concrètes pour diffuser des outils, favoriser le partage de bonnes pratiques auprès des différents professionnels, qu'il s'agisse des professionnels du domicile, de toutes les personnes qui accompagnent les retraités dans le cadre d'actions collectives et aussi auprès des structures qui accueillent les personnes âgées. Et enfin, on a aussi des partenariats avec des acteurs institutionnels qui soient associatifs, souvent dans les territoires, parce qu'il y a des réponses qu'on peut mettre en œuvre au niveau national, mais il y a aussi forcément des solutions qui sont uniquement identifiées dans certains territoires. Et là, donc, c'est le réseau des caisses de l'assurance retraite qui intervient directement, avec l'ambition, l'objectif de développer des réponses qui soient à la fois coordonnées et bien sûr adaptées aux besoins des seniors. Donc, c'est un peu dans cette logique de partenariat qu'on s'adresse à vous aujourd'hui. Double partenariat, puisque nous, à l'échelle nationale, on s'est engagé aux côtés du collectif de lutte contre la dénutrition pour soutenir, valoriser les actions de sensibilisation qui sont conduites par ce collectif, notamment à l'occasion de la semaine de lutte contre la dénutrition. Et donc, voilà, des actions de sensibilisation, de prévention, d'outillage des professionnels, et puis double partenariat parce que certains d'entre vous ont déjà un partenariat actif avec une CARSAT ou en Île-de-France déjà avec la CNAV, ou peut-être aussi dans les territoires d'outre-mer. Donc, notre objectif, c'est aussi de vous accompagner dans vos pratiques. Donc aujourd'hui, notre sujet, la dénutrition. Donc on a un partenariat qui vise à renforcer une mobilisation qui soit collective autour de cet enjeu de santé publique, qui est souvent méconnu, sous-estimé. Et c'est pourquoi on a eu l'idée de vous proposer ce webinaire aujourd'hui, pour déjà sensibiliser les acteurs que vous êtes sur la thématique et puis porter auprès de vous différents contenus, puisque dans vos fonctions, puisque vous travaillez dans des résidences autonomie, des habitats intermédiaires, quotidiennement, vous êtes au plus près des retraités, des personnes âgées, et à ce titre, vous pouvez être confronté à ces situations de dénutrition, et parfois sans toujours les identifier clairement, puisque c'est une maladie qui est insidieuse, qui peut s'installer progressivement, sans signe
a priori toujours évident. Et on peut aussi la confondre, cette maladie, avec les effets du vieillissement, une perte d'appétit passagère, un isolement social, alors que les conséquences peuvent être très importantes sur la santé, sur l'autonomie et la qualité de vie des personnes qui vivent dans vos structures. Donc aujourd'hui, le webinaire, il a plusieurs objectifs. Vous permettre déjà de mieux comprendre les mécanismes et les enjeux de la dénutrition chez les seniors, d'identifier, d'être sensibilisé sur les signaux d'alerte, sur les facteurs de risque aussi, de vous outiller concrètement grâce aux ressources qui vont vous être présentées, avec des repères, des outils adaptés et le plus possible, on l'espère, à vos pratiques professionnelles. Et justement, de favoriser un passage à l'action en vous permettant, avec ces outils, d'agir directement, de prévenir, de repérer, d'orienter les situations auxquelles vous pourriez être confrontés. Enfin, à la toute fin du webinaire, on vous présentera aussi 2 initiatives que côté assurance retraite, on a trouvées intéressantes, qui étaient jusqu'à présent surtout déployées au niveau des EHPAD. Et en échangeant avec le collectif, on s'est dit que c'était tout à fait pertinent que ces initiatives, elles soient aussi mieux connues par les résidences autonomie. C'est le concours cuisine ouverte et le label établissement gourmand. Donc tout ça va vous être présenté à la fin du webinaire. Écoutez, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de rentrer, concrètement, dans le sujet et sur le fond. Et donc, je vais passer tout de suite la parole au professeur Éric Fontaine. Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je vais vous présenter un tout petit peu ce que c'est que la dénutrition, et puis après, Alan vous expliquera beaucoup plus dans la pratique comment faire si vous voulez faire des actions durant cette semaine. Alors, diapositive suivante. D'abord, la dénutrition, c'est quoi? La dénutrition, c'est d'abord un processus, et puis c'est quelque chose qui finalement aboutit à une maladie. Le processus, il est lequel? Il est le suivant. Quand vous avez des apports en nutriments qui sont inférieurs aux besoins que vous avez en nutriments, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on va puiser dans nos réserves. Les réserves d'énergie et de protéines, eh ben, on en a de deux sortes. On a dans notre tissu adipeux, et perdre de la graisse en règle générale, ça fait plaisir à tout le monde. Mais quand on est malade, très souvent, l'énergie, on va aller la chercher dans le muscle, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais qui sont parfaitement connues en médecine. Et donc, ça va aboutir assez rapidement à un amaigrissement, mais principalement un amaigrissement lié à une perte de la masse musculaire. Les conséquences, quand on perd du muscle, ben, elles sont extrêmement simples. On a plus de facilité à tomber, et quand on tombe et qu'on est une personne âgée, on a plus de facilité à se casser quelque chose, et c'est souvent la porte d'entrée à l'institut, au manque d'autonomie, on va dire. Donc ça, c'est facile à comprendre parce que finalement, c'est un problème purement mécanique. Et puis, il y a un problème qui est plus difficile à comprendre, qui n'est pas d'ailleurs totalement résolu en termes de mécanismes biochimiques, mais qui est parfaitement connu en termes de relations entre les deux. C'est que quand on perd des muscles, on diminue son immunité. Donc, on se défend moins bien contre les maladies. Et donc, il y a plus de risques d'infection. Et puis, parfois, une infection bénigne, comme la grippe, eh bien, devient une infection mortelle. Et donc, la dénutrition, c'est quelque chose, c'est une maladie qui va pouvoir tuer les gens. Évidemment, personne ne vous dira qu'il est mort de dénutrition, on vous dira qu'il a fait le Covid, la pneumonie, la grippe, enfin tout ce que je veux. Mais s'il n'avait pas été dénutri, il serait probablement pas mort, parce que ces maladies, il les a fait tout au long de sa vie et il n'en était pas mort. Donc, ça augmente les décès, ça augmente les durées d'hospitalisation, la fréquence d'hospitalisation et ça augmente les coûts de santé. Donc, c'est vraiment une maladie pernicieuse parce qu'encore une fois, souvent les gens disent bah, maigrir, c'est normal. Et pourtant, c'est une maladie qui est grave. Diapositive suivante. Les critères diagnostiques, puisque c'est une maladie, il y a des critères. Les critères de la Haute Autorité de Santé, ils sont les suivants. En fait, il y a plusieurs morphotypes, on va dire, de dénutrie. Et donc, il y a plusieurs manières de faire le diagnostic. La première manière, c'est quand les gens maigrissent suffisamment vite pour qu'on sache, qu'on comprenne que vu la vitesse d'amaigrissement, ça ne peut pas être que de la graisse qu'on perd, et c'est principalement du muscle. Et donc, plus on maigrit vite, plus ce qu'on perd, c'est du muscle. Alors, les seuils retenus par la Haute Autorité de Santé, c'est quand quelqu'un perd plus de 5% en un mois. Et 5% pour quelqu'un qui fait 60 kilos, hein, c'est que 3 kilos. Ça saute pas aux yeux, hein, mais c'est quand même tout à fait significatif.
Ça peut aussi être sur une plus longue période, sur 6 mois, et on considère que c'est quelqu'un qui a perdu 10% de son poids, qui est dénutri. Et puis, au-delà de 6 mois, quand en fait l'amaigrissement il est lié à une maladie autre, et c'est souvent le cas, eh bien pareil, quand les gens ont perdu plus de 10% par rapport au début de la maladie, on considère qu'ils sont dénutris. Et ça, c'est vrai, et j'insiste beaucoup, c'est vrai même si les gens ne semblent pas maigres, parfois même sont en surpoids, parfois même sont en obésité. Donc on peut être dénutri et obèse, c'est la double peine. Et le problème, c'est que quand on est trop gros, en règle générale, personne ne fait attention au fait que vous maigrissiez, voire même de temps en temps, on félicite les gens. À l'opposé des gens qui peuvent maigrir, il y a ceux qui sont déjà très très maigres et qui ont un index de masse corporelle inférieur à 18,5 chez l'adulte, et là on parle des seniors. Chez les seniors, le seuil c'est 22. Donc pour faire l'index de masse corporelle, c'est simple, il faut peser les gens et puis mesurer leur taille. Il faut diviser 2 fois le poids en kilos par la taille en mètres. Donc si vous faites 80 kilos, vous divisez 2 fois par 1,70 si votre taille c'est 1,70 m. Donc c'est très simple à faire. Et 22, ben, on y arrive assez vite. Quand on n'a pas ces deux paramètres, l'un ou l'autre, puisque il n'y a pas besoin des deux, on peut, mais c'est vraiment quelque chose qui relève plus pour le coup d'un dépistage spécifique en médecine, on peut mesurer les paramètres musculaires, soit en mesurant la force des gens, soit en mesurant la masse des gens avec de la radiologie. Mais ça, globalement, c'est beaucoup moins fréquent que simplement la perte de poids ou l'IMC bas. Donc en fait, c'est un diagnostic qui est très simple, que les gens peuvent faire tout seuls. Il leur suffit d'une balance et puis d'avoir l'historique de leur poids. À côté de ça, pour éviter de dire que les gens sont dénutris quand c'est des gens qui ont toujours été maigres toute leur vie, il y a des gens, il y a des familles de maigres, eh bien, il faut trouver une cause à cette dénutrition. Et donc, la cause la plus fréquente, c'est la diminution des apports alimentaires. Diminution, ça ne veut pas dire arrêt. Et donc, quand on discute avec les gens, on leur dit, vous mangez? Oui, oui, je mange. Mais la question, c'est pas ça. C'est est-ce que vous mangez comme avant? Est-ce que vous mangez moins qu'avant? C'est ça, c'est la diminution des apports alimentaires. Et puis, ça peut être aussi simplement une pathologie aiguë, chronique, comme une insuffisance d'organes, une insuffisance respiratoire par exemple, ou un cancer, donc en gros des maladies sévères qui durent longtemps et qui, d'une manière ou d'une autre, diminuent l'apport alimentaire ou parfois augmentent les dépenses énergétiques. Donc ça, c'est quand même vraiment très, très fréquent. Et puis, il y a une autre cause qui est beaucoup moins fréquente, c'est des maladies digestives. C'est quand les gens ont des anomalies de la digestion. Ils mangent beaucoup, mais ils digèrent pas bien. Et donc, une partie de ce qu'ils ont mangé n'est pas absorbée. Voilà, ça, c'est quelque chose de très rare. Les deux causes d'avant sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes. Diapositive suivante. Alors, je vous disais qu'on peut être égro et dénutri. Je sais que ça peut choquer, mais c'est le cas. Je vous montre ici deux personnes où il y a des images. Alors, ce qui est en rouge, c'est un scanner, enfin, ce qui est coloré, c'est un scanner du ventre sur une vertèbre que vous voyez au milieu qui s'appelle la vertèbre lombaire numéro 3. Et ce qu'on a mesuré ici, c'est la surface des muscles qui est colorisée en rouge. Et puis de l'autre côté, vous voyez une cuisse, donc là c'est une coupe d'IRM, et donc vous voyez là pour le coup c'est entre guillemets un jambon humain. Et donc ça c'est un individu qui a beaucoup de muscles, tant dans la cuisse que au niveau du ventre. Et puis à l'opposé, vous voyez quelqu'un qui est éventuellement en surpoids, hein, qui, quand vous regardez entre guillemets son jambon, il y a plein de graisse, y compris à l'intérieur du muscle, ça se voit, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre ça. Et puis, quand vous regardez son scanner, vous voyez que la surface rouge, la surface des muscles, elle est beaucoup plus petite que dans l'autre situation. Et la surface jaune, qui est la graisse à l'intérieur du ventre, elle est augmentée. Donc, vous voyez, on est typiquement dans cette situation de surpoids et pourtant de dénutrition, ce qu'on appelle maintenant l'obésité sarcopénique. Sarcopénie, c'est quand on manque de muscles. Donc, il faut faire vraiment attention à cette double peine. Il faut être vigilant parce que je vous dis, quand vous voyez une personne en surpoids, en règle générale, si elle ne mange pas ou un peu moins, l'immense majorité des gens, y compris des gens dont c'est le métier, les médecins, vont dire, bah, c'est pas grave, il a de la réserve. Et c'est vraiment méconnaître le mécanisme de la dénutrition, c'est justement quand vous êtes malade, l'inflammation qui est liée à la maladie, alors que ce soit une inflammation importante ou une inflammation chronique, fait en sorte que quand vous
devez puiser dans vos réserves, vous n'arrivez pas bien à puiser dans les réserves de graisse et vous arrivez très bien à puiser dans les réserves de muscles. C'est pour ça que quelqu'un qui est malade et qui ne mange pas va perdre très très vite du muscle et donc se dénutrir. Diapositive suivante. Alors la dénutrition, quand on fait le bilan, eh ben, c'est au moins 2 millions de personnes et c'est des dénutritions à tous les âges de la vie, y compris quand on est enfant. En fait, il faut comprendre que dans nos pays où les gens, quand ils sont dénutris, c'est pas parce qu'on leur donne pas à manger, c'est parce qu'ils n'ont pas assez faim. Cette anorexie, elle est liée très souvent à une maladie organique ou psychiatrique, et puis parfois, euh, dans la grande vieillesse, par un manque d'appétence à vivre dont on ne sait pas trop si c'est une maladie ou pas, mais dans tous les cas de figure, c'est des gens qui, un moment ou un autre, se mettent à manger moins. Et donc, plus il y a de pathologies, plus il y a de risques que ces pathologies induisent la dénutrition. C'est la raison pour laquelle il y a plus de patients dénutris âgés que de patients dénutris jeunes. Globalement, il y en a la moitié des dénutris sur ces 2 millions, il y en a la moitié qui ont plus de 65 ans et l'autre moitié qui ont moins de 65 ans. Diapositive suivante. Ici, c'est un chiffre officiel de la Caisse d'assurance maladie sur l'année 2022. Et vous voyez qu'il y a eu 1,3 million d'assurés qui ont été remboursés d'un complément nutritionnel oral. Vous savez, c'est ces petits yaourts, entre guillemets, riches en énergie et riches en protéines, qu'on donne pour aider les patients à manger plus en énergie sans pour autant manger plus en volume. Et là, vous voyez bien la fréquence, donc c'est bien à tous les âges, mais vous voyez que dans ce cas de figure, il y en a la moitié, il y a 1 million d'assurés sur les 1,3 millions ici, qui ont reçu des compléments nutritionnels oraux et qui avaient plus de 65 ans. Donc, ce n'est pas une maladie exclusivement du grand âge, mais c'est quand même très fréquent dans le grand âge. Diapositive suivante. Ici, vous voyez, c'est une étude qui a été faite à l'hôpital où on pose des questions sur le repérage de la dénutrition. Et là encore, vous voyez qu'il y en a à tous les âges. Quand on est malade, on est dénutri. Mais comme il y a plus souvent de malades âgés dans les hôpitaux, il y a plus souvent de dénutris âgés dans les hôpitaux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait une vraie étude, on se rend compte qu'il y a 30% des patients hospitalisés qui sont dénutris. 30%, c'est un plancher, c'est vraiment le minimum. Et qu'à chaque fois, il y a quasiment qu'un tiers des gens qui sont codés, qui sont rapportés comme étant dénutris. Vous voyez ici dans cette étude, c'est 9%. Alors, c'est mieux que rien parce qu'il y a quelques années, avant qu'on se mobilise, c'était même pas 1%. Mais on est de toute façon loin du compte de 30% de patients dénutris. Et c'est pour ça que finalement, on a besoin de parler de la dénutrition pour que tout le monde, y compris les soignants, intègre le fait que lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on maigrit, ce n'est pas normal et ce n'est pas simplement logique, attendu, parce que le monsieur il a un cancer, il va maigrir, c'est normal. C'est pas vrai. On peut parfaitement ne pas maigrir. Excusez-moi, j'ai un petit souci, je reprends tout de suite. Allô? Oui, 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 eh ben, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous faites, vous prenez. Ok, super, parfait, merci. Excusez-moi, j'ai- pour tout vous dire, j'ai un serrurier qui avait un souci avec une de mes portes. Donc, il n'y a pas que la dénutrition dans la vie, il y a aussi les petits problèmes. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que voilà, on a toujours un sous-repérage et qui témoigne vraiment du fait que tout le monde mésestime l'importance de la dénutrition, y compris les soignants. Alors, en tant que professeur de nutrition, je m'acharne à ce que mes étudiants ils le sachent, mais globalement, on est bien obligé de rendre compte que pour l'instant, les gens ne sont pas sensibilisés au niveau de la réalité. Diapositive suivante. Là, vous voyez, c'est un autre exemple. Alors, c'est une étude beaucoup plus petite sur 345 adultes qui ont pour le coup été bien diagnostiqués. Et vous voyez que dans cet exemple-là, il y en a 64% qui sont diagnostiqués. La grande partie a eu un avis diététique, donc qui sont pris en charge. Mais après, quand on regarde qu'est-ce qui est rapporté à l'informatique médicale, le codage qu'on appelle, eh bien, vous voyez qu'on a 24%. Donc, encore une fois, on en perd toujours 2 sur 3 pour une raison qui personnellement m'échappe. Mais là, dans le cas présent,
tous les malades repérés ont été pris en charge, donc c'est très bien. Mais comme ça ne remonte pas à notre administration, tout le monde a tendance un peu à sous-estimer la réalité de cette maladie. Diapositive suivante. Alors, la bonne nouvelle, c'est celle-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui était grave, hein, qui est grave, hein, je vous l'ai dit, ça pouvait tuer, mais c'est une maladie qu'on peut prendre en charge. Ici, vous avez une grande étude qui a été faite par les collègues suisses et qui a été publiée dans le Lancet, qui est un journal très très prestigieux de médecine, hein, il y a maintenant 5-6 ans. Et ils ont pris tous les patients hospitalisés sans choisir, hein. Ils ont pris 1000 patients à qui ils ont dit ben, on vous donne à manger comme d'habitude, et puis 1000 autres patients avec un soutien diététique, avec un renforcement de l'apport nutritionnel. Voilà. Ils ont juste exclu ceux qui avaient déjà une nutrition artificielle, c'est-à-dire une nutrition avec un tuyau, hein. Donc c'est vraiment du malade tout à fait standard. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que avec l'enrichissement, eh ben, ils augmentent leur rapport calorique, hein. Ça, c'est sur 10 jours. Et vous voyez, les barres bleues, c'est le contrôle. Et les barres roses, c'est les gens avec une alimentation fortifiée. Vous voyez qu'ils sont capables de prendre plus d'énergie, c'est en haut, et plus de protéines, c'est en bas. Et donc, on arrive à faire prendre plus de calories, même à des gens qui sont malades et qui n'ont pas faim, il suffit de s'en donner les moyens. La conséquence, c'est quoi? Je vais tout en bas, tout en bas. Regardez, la conséquence, c'est qu'il y a une diminution de la mortalité à 30 jours. C'est-à-dire, les gens, on les a suivis et puis ils sont rentrés à la maison, puis on a regardé 30 jours après ce qu'ils étaient devenus. En fait, dans cette grande étude, il y a 10% des patients qui sont morts à 30 jours. Quand on est à l'hôpital, c'est quand même pas pour rien. Et dans le groupe qui a été traité comme il faut par la nutrition, eh bien, vous voyez que la mortalité n'est que de 7%. C'est tout à fait significatif. On a diminué d'un tiers la mortalité à 30 jours. Et je peux vous dire, moi, en tant qu'ancien réanimateur, que des médicaments qui sauvent la vie des gens à 30 jours, en dehors des antibiotiques et on va dire des médicaments de réanimation, eh ben, j'en connais pas beaucoup, hein. On prend toute notre vie des médicaments pour prévenir la tension, le diabète, le cholestérol, tout ce qu'on veut. Ça sauve pas des vies à 30 jours. D'accord? Donc là, vous avez la démonstration qu'une qu'une thérapeutique qui n'est pas une thérapeutique médicamenteuse, et c'est bien toute la difficulté, parce qu'un médicament, vous prenez, vous prescrivez, les gens, ils le prennent ou ne le prennent pas, mais c'est facile à prendre et c'est facile à prescrire, alors qu'une prise en charge diététique, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus personnalisé, mais c'est plus efficace à 30 jours, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut s'organiser pour qu'on arrive tous à faire ça. Là, c'est dans les hôpitaux, mais c'est très probablement le cas aussi en institution. Il y a une grande étude qui vient de publier, que je ne crois pas qu'on est là-dessus, parce qu'elle elle a été publiée il y a quelques jours seulement, chez les Américains, chez des gens qui sont malades et qui ont des difficultés à s'alimenter financières, hein. C'est que les choses sont un petit peu différentes. Eh bien, quand on leur rapporte une alimentation personnalisée, adaptée à leur maladie, là aussi, ça diminue les coûts de santé. Donc ici, c'est vrai dans les patients hospitalisés, c'est probablement vrai, si on extrapole ces deux articles, c'est vrai dans la communauté générale. Diapositive suivante. Eh bien maintenant, c'est au tour d'Alan de vous expliquer ce que c'est que la semaine et quels sont les outils qu'on a créés pour vous, sachant que vous pouvez aussi créer les propres outils dont vous avez besoin. Donc voilà, moi je vais rester à l'écoute et je resterai aussi au besoin pour répondre à toutes vos questions. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup, professeur Éric Fontaine, de nous avoir brossé un tableau aussi détaillé et aussi complet de ce qu'est la dénutrition. Donc, je vais me présenter rapidement. Alan Fossani, je suis le coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition et je vais en effet vous présenter les grandes thématiques de la Semaine nationale 2026, les outils qu'on vous propose et puis ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez participer, comment vous pouvez vous inscrire. Alors, pour ceux et celles qui ont peut-être déjà participé à l'édition précédente, ça sera un petit peu de redite, mais on a quand même des nouveautés à présenter. Voilà, donc sans plus attendre, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de vous présenter les détails de la semaine 2026, je voudrais juste faire un petit retour sur l'édition précédente de la Semaine nationale de la dénutrition. C'était la 5e édition. Pour vous donner quelques chiffres, c'est de loin l'édition la plus importante qu'on
en est faite en termes d'ampleur de mobilisation, hein. Il y a plus de 3200 organisations qui se sont enregistrées sur la plateforme du collectif, ce qui a représenté 3700 projets d'action menés à l'occasion de la semaine. Et au total, donc, ça fait plus de 20 000 actions qui ont touché, on l'estime, plus d'1 million de personnes. Donc, par rapport aux chiffres, hein, des années précédentes, ça montre vraiment qu'il y a une prise de conscience et que ce sujet concernait était déjà visible par certains, par une grande partie des acteurs. Et donc, nous, on est absolument ravis de voir que ça puisse mobiliser autant, que ça génère aussi autant d'intérêt, puisque le professeur Fontaine en a déjà parlé, mais cette maladie, elle est silencieuse et elle passe sous les radars. Et donc, on a vraiment besoin de cet engagement pour la mettre en lumière. Au total, hein, on a envoyé un peu plus de 2000 kits de communication, donc ça fait plus d'1,5 million de flyers distribués en France métropolitaine et en France ultramarine. Donc, si vous avez participé à l'édition présente de la semaine, je voudrais vous remercier, puisque c'est grâce à votre mobilisation qu'on arrive à faire autant de bruit. Alors, pour ceux et celles qui sont pas forcément familières avec la semaine, euh, je peux vous donner concrètement, concrètement en quoi consiste, hein, la Semaine nationale de la dénutrition. C'est en fait une semaine d'action en France métropolitaine et ultramarine avec les acteurs du médico-social et du sanitaire, mais aussi de nombreux autres secteurs pour lutter et pour donner de la visibilité à cette maladie qu'est la dénutrition. Cette année, elle aura lieu du 16 au 22 novembre, hein. Elle est traditionnellement toujours positionnée au milieu du mois de novembre. Et puis donc, c'est dans toute la France, hein. Vous voyez sur la carte des actions qui s'affiche sur cette diapositive. Et il y a vraiment toutes les régions. Il n'y a pas un coin de France qui n'a pas participé. C'est une semaine qui est massivement soutenue par les institutions et par le ministère de la Santé aussi. Et il y a donc l'assurance maladie, l'assurance retraite également et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis, la dénutrition est aussi très présente dans le dernier PNNS, le PNNS 5, qui est sorti il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et ça, on en est absolument ravis parce que dans les éditions précédentes, la dénutrition n'était pas aussi présente, n'était pas aussi systématiquement mentionnée. Et là, c'est le cas. Et c'est le fruit, en fait, hein, de toutes ces années de mobilisation depuis 2020. Donc, on en est bien entendu absolument ravis. Alors, à qui s'adresse la Semaine nationale de la dénutrition? Eh bien, en réalité, à tous les acteurs qui voudraient prendre part à cette mobilisation. Alors, historiquement, la Semaine nationale de la dénutrition, elle est très bien identifiée dans les établissements médico-sociaux, donc que ce soit les EHPAD, les résidences autonomie, bien entendu, et puis les foyers éventuellement. Il y a aussi beaucoup d'établissements de santé, les cliniques, les hôpitaux, hein, qui participent à la semaine. Et puis, on a aussi, mais pas que, hein, il y a aussi des entreprises du secteur de la restauration collective, notamment, qui se mobilisent beaucoup, et puis des associations d'envergure nationale ou d'envergure plus locale. Je pense par exemple à France Alzheimer, hein, qui est un de nos partenaires de longue date, et mais il y a aussi des associations plus locales à l'échelle d'un territoire qui se mobilisent. Donc voilà, il y a vraiment des milliers d'acteurs qui viennent de partout, et puis on voit petit à petit aussi émerger une participation de la part des professionnels du premier recours, que ça soit des pharmacies, des officines ou encore des médecins de ville, généralistes ou spécialistes, des CPTS également. Et c'est vrai que c'est un maillon assez stratégique pour nous puisque ce sont des acteurs qui sont directement en contact du grand public. Donc on a aussi nous pour ambition, hein, de les outiller et vraiment de leur donner les clés pour pouvoir participer et prendre part à la mobilisation. Et alors, quelles actions vous pouvez mener pendant la semaine de la dénutrition? Eh bien, c'est très très large. Vous voyez, on a regroupé les actions par typologie. L'année dernière, on a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pendant les repas. Donc souvent, ça prend la forme d'ateliers culinaires qui impliquent les résidents ou les patients en s'appuyant sur des recettes qui sont mises à disposition par le collectif et par ses partenaires, donc des recettes qui sont enrichies, des recettes qui sont adaptées aussi au secteur de la cuisine, au secteur de la restauration collective et aux cuisines collectives. Il y a beaucoup d'actions de communication qui sont menées, hein. Ce sont des actions qui sont fortement plébiscitées puisqu'elles sont relativement simples à mettre en place. Ça peut être simplement la distribution
distribution d'affiches depuis un stand, ou ça peut être ça peut être l'affichage de flyers ou d'affiches sur les murs. Enfin, voilà, c'est des actions qui sont pas mal plébiscitées par les primo-participants. On a aussi des actions de sensibilisation qui sont menées, donc ça peut être des conférences, des mini-colloques à plus grande échelle, à l'échelle d'un établissement, d'une résidence, ou pourquoi pas d'un département. Il y a aussi beaucoup de formations à destination des professionnels ou des proches aidants également qui sont données, des actions de prévention, et puis également il y a plusieurs actions de dépistage qui sont menées. Je pense par exemple aux tests de préhension qui permettent d'évaluer la force musculaire d'une personne. Donc, vous voyez, c'est vraiment très large. Moi, il y a deux messages que je voudrais faire passer. D'une part, si vous réalisez des actions de sensibilisation à la dénutrition en dehors du cadre de la semaine, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez quand même les faire labelliser sur la plateforme. La Semaine nationale de la dénutrition, c'est vraiment l'occasion de mettre en avant, de valoriser ce qui se fait. Donc, si vous faites vos actions pendant la semaine, c'est très bien. Mais si vous devez, pour des raisons, pour quelques raisons que ça soit, faire vos actions un peu en amont ou un peu en aval de la semaine, eh ben c'est pas grave, vous pouvez quand même les déposer. Et puis surtout, si vous craignez de manquer de ressources, hein, ou par exemple de temps, eh bien vous pouvez tout à fait faire une petite action. Vous n'hésitez pas vraiment à faire du cousu humain en fonction de vos réalités, de vos contraintes. Toutes les actions vraiment sont bonnes à prendre pour visibiliser la dénutrition, et elles seront toutes bien entendu labellisées sans problème. Alors pourquoi s'engager dans la semaine? Bon, ça transparaissait un peu dans ce qui a été dit précédemment, mais si vous engagez dans la Semaine nationale de la dénutrition, et plus largement dans la lutte contre la dénutrition, eh vous prenez part à un combat contre une maladie qui touche au moins 2 millions de personnes en France, hein, et ce chiffre est très certainement sous-estimé. Vous prenez part aussi à une mobilisation qui s'appuie sur un vaste réseau de plusieurs milliers d'acteurs, hein, donc c'était plus de 3700 en 2025, et si on cumule sur les années précédentes, c'est bien plus. Vous pouvez aussi profiter de la semaine pour vous former sur un sujet qui touche donc toutes les tranches de la population, de l'enfant au jeune adulte, à l'adulte, à la personne âgée en perte d'autonomie. Et puis surtout, vous pouvez participer à une véritable prise de conscience du grand public autour des enjeux de la dénutrition, autour de sa prévalence, des personnes et des situations qui sont à risque. Et puis, ça permet aussi de tordre un petit peu le cou aux idées reçues qui ont été évoquées un peu précédemment, notamment le fait qu'il soit normal de maigrir en vieillissant, ou qu'on ait moins besoin de protéines en vieillissant. Donc voilà, il y a vraiment de multiples raisons de s'engager dans la semaine, et on espère que vous allez pouvoir nous rejoindre. Alors, j'ai parlé de la plateforme d'inscription à la Semaine nationale de la dénutrition, et donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors cette plateforme, c'est une plateforme qui a été mise en place depuis 2 ans, et elle a pour objectif de faciliter la construction de vos actions et la commande gratuite de vos kits de communication. En fait, c'est par cette plateforme que tout passe. Votre inscription, votre enregistrement en tant que participant à la semaine, votre dépôt d'actions, et puis votre commande de kits de communication. Il y a vraiment 3 espaces distincts dans cette plateforme. Alors, avant de vous donner vraiment les détails, je voudrais vous donner une petite date butoir à se noter, c'est le 25 septembre. C'est à cette date que la partie commande de kit de communication de la plateforme sera clôturée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un certain délai entre l'impression et puis l'envoi des kits de communication euh, qu'on 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 vous envoie avant la Semaine nationale de la dénutrition. Et donc, on a besoin quand même d'un certain délai. Donc, si vous souhaitez commander vos kits de communication, n'hésitez pas à vous enregistrer dès maintenant sur la plateforme et puis à passer commande. Au-delà, malheureusement, on ne sera plus en capacité de prendre des commandes de kits de communication. En revanche, la date pour déclarer vos actions, si vous en faites en dernière minute, elle est beaucoup plus lointaine puisqu'elle est fixée au 20 novembre.
Alors, quelles sont les nouveautés de 2026 sur la plateforme? Eh bien, il y a plusieurs outils, hein, qui sont disponibles à la commande. Vous avez donc les flyers thématiques, des flyers qui s'adressent au grand public, aux soignants et puis aux aidants. Le flyer d'autodépistage Paradé, qui est très pratique, puisqu'il peut, se distribuer facilement et qu'on y répond en 4 questions seulement. Un flyer accompagnant la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux à destination des médecins et des pharmacies, un carnet de suivi de points en oncologie, une affiche pour la restauration collective, les badges de la Semaine nationale de la dénutrition qui donc sont destinés au grand public et aux professionnels, et puis un flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires. C'est vraiment le nouveau-né de 2026, puisque la dénutrition rentre bien entendu dans le spectre des troubles des conduites alimentaires. Alors, si vous avez jamais utilisé la plateforme, je vous ai remis la procédure à suivre. Donc, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est de vous inscrire en saisissant le numéro SIRET de votre résidence. Une fois que vous avez saisi ce numéro SIRET, vous rentrez les informations qui vous seront demandées. Donc, une adresse mail, si c'est votre première participation ou non à la semaine, et puis d'autres informations. Cette étape, elle ne vous sera demandée qu'une seule fois, et en fait, le SIRET va vous servir d'identifiant quand vous voudrez retourner sur la plateforme. Donc, vous pourrez retourner une fois que vous serez enregistré, et vous arriverez non plus sur l'espace inscription, mais sur l'espace dépôt d'action. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir décrire votre action et demander sa labellisation. Donc une fois que vous êtes enregistré, hein, vous cliquez sur Nouvelle action et puis vous en saisissez les détails. Donc ce que c'est comme action exactement, si vous souhaitez oui ou non apparaître sur la carte, quelle est la date et l'heure ou les jours sur lesquels vous réalisez vos actions. Et puis une fois que vous l'avez saisi, vous allez recevoir un mail de confirmation d'enregistrement à l'adresse mail que vous avez rentrée, qui vous confirmera la bonne prise en compte de cette action. Et puis une fois que votre action est labellisée, vous recevrez alors un mail de confirmation et vous pourrez donc utiliser le logo officiel de la Semaine nationale de la dénutrition qui vous sera envoyé automatiquement par ce même mail de confirmation. Et donc n'oubliez pas que vous avez la possibilité de modifier votre action à tout moment jusqu'au 20 novembre. Si vous changez d'avis entre-temps, c'est pas grave, vous pouvez vous reconnecter avec votre SIRET, reprendre votre action et la modifier. Et pour la commande des kits de communication, eh bien, une fois que vous avez enregistré votre action, une fois que vous l'avez déposée, et uniquement à partir de ce moment, vous pourrez cliquer sur Passer aux commandes et et vous pourrez choisir les éléments que vous souhaitez recevoir. Donc, on a une page, hein, enfin plusieurs pages, 2, 3 pages, qui ressemblent un petit peu à une boutique en ligne, où vous allez pouvoir sélectionner les outils que je vous ai mentionnés un peu avant, et les quantités que vous désirez recevoir. Et puis, une fois que c'est fait, vous enregistrez votre commande en pensant à bien donner le plus de détails possible pour que la livraison se passe et se déroule sans encombre. Et puis une fois que votre commande est enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation. Et donc voilà, je répète cette date du 25 septembre qui est vraiment la date butoir pour que vous puissiez commander vos kits de communication. Alors, je voudrais maintenant vous parler un petit peu des temps forts de la Semaine nationale de la dénutrition, hein. Quels sont les temps qui rythment et qui jalonnent la semaine? On en a plusieurs. Le premier, c'est l'opération Cuisine ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est l'opération Cuisine ouverte? C'est une opération qui se destine aux EHPAD et aux résidences autonomie. Et c'est une action pour laquelle on propose à ceux qui souhaitent de s'inscrire et de réaliser une recette en impliquant des résidents, une recette enrichie pendant la semaine de la dénutrition. Donc ça fait office d'action, bien entendu, c'est une sorte d'atelier culinaire vous avez deux niveaux d'engagement, hein. Le premier, vous pouvez simplement prendre part à l'opération Cuisine ouverte en cochant sur la plateforme Je participe à l'opération Cuisine ouverte. Et puis ensuite, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux vos réalisations. Et puis, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez en plus de ça nous envoyer une fiche technique avec l'analyse nutritionnelle de vos plats. Et cette fiche fera office de candidature qui sera par la suite étudiée par un jury. Et les lauréats, donc il y aura 3 lauréats côté recettes salées et 3 lauréats côté recettes sucrées, eh bien, se verront remettre en main propre
des prix lors d'un congrès en avril 2027. Donc vous voyez, l'année passée, on a eu plus de 900 projets d'action qui ont été labellisés Cuisine ouverte et on a eu une trentaine de participations au concours Cuisine ouverte. Vous avez quelques photos qui s'affichent ici. L'année dernière, les deux recettes, hein, c'était une recette de chou salé et une recette de chou sucré. Vous voyez, hein, les réalisations que ça a pu donner, ça a l'air absolument délicieux. Et cette année, on souhaite ouvrir un peu plus et donner un peu plus de place à la créativité des cuisines. Donc, ce ne sera pas une recette stricte, ça sera plutôt un économat salé et un économat sucré à partir duquel vous pourrez vous inspirer pour confectionner vos propres recettes. Donc, l'objectif, hein, bien entendu, hein, c'est de faire participer la restauration collective, c'est de faire participer les résidents, c'est aussi de montrer qu'il y a une maîtrise des arts culinaires et de la créativité. Et puis, on valorisera aussi la réflexion sur l'enrichissement et la saisonnalité des produits. Les critères, hein, que je vous donne ici, c'est les critères, c'est une partie des critères qui sont utilisés par le jury pour délibérer, et voilà, et qui permet donc de distinguer les recettes les unes des autres. Donc, je rappelle, hein, brièvement la méthode. Vous identifiez, si vous souhaitez participer à l'opération de cuisine ouverte, vous identifiez, vous remplissez les champs de la plateforme, vous cochez la case cuisine ouverte dans le formulaire de labellisation, vous faites votre action avec ce que vous avez prévu, avec la recette que vous avez prévue, et puis après la semaine nationale, vous remplissez la fiche technique qui sera mise à votre disposition et vous l'envoyez, ce qui notifiera et fera foi pour votre participation au concours cuisine ouverte. En plus de cette opération, on a aussi on a aussi conçu le label établissement gourmand qui s'adresse également aux EHPAD et aux résidences autonomie. Et alors là, ça va encore plus loin puisque le label vise vraiment à mettre en avant les cuisines collectives qui font de la lutte contre la dénutrition et qui font du beau, du bon et du santé. euh, en fait, c'est un label qui souhaite vraiment valoriser ces efforts-là. Et donc, pour participer et pour prétendre à ce label, eh bien, il faut que vous constituiez un dossier de candidature qui, par la suite, sera étudié en fonction d'un cahier des charges qui suit 4 axes principaux: la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits. Les établissements qui auront été retenus se verront audités par un chef en présentiel pendant une demi-journée et une journée, et qui ensuite rendra son avis, et les établissements choisis pourront bénéficier ou non du label établissement gourmand. Donc vraiment, la philosophie de ce label, c'est de pouvoir réunir et gastronomie et restauration collective. C'est vraiment de pouvoir mettre en avant les efforts qui sont faits par les équipes de restauration collective. Si vous voulez un peu plus d'informations sur ce qu'est le label établissement gourmand, eh bien, je vous invite à consulter le site du collectif, dont le lien s'affiche à l'écran, et vous aurez une page dédiée avec l'ensemble des informations. Alors, en plus des opérations qui mettent en avant la cuisine, on a aussi une opération avec l'association Ciel Bleu, qui est un de nos partenaires historiques, hein, quasiment depuis le début de la semaine, et qui, lui, est spécialisé sur un autre sujet, qui est l'activité physique adaptée dans la prévention et la prise en charge de la dénutrition. Donc, Ciel Bleu, pendant la semaine de la dénutrition, il mène des milliers d'heures d'action, d'heures, pardon, de séances d'activité physique adaptée, en s'appuyant sur le vaste réseau d'éducateurs et d'animateurs qui est le leur. Et vous voyez, on a eu plus de 63 000 personnes touchées sur un total de 5 200 heures de séances menées d'activité physique adaptée pendant la semaine. Donc, vous voyez, c'est un très gros dispositif et nous, on en est absolument ravis puisque c'est vraiment l'activité physique adaptée, c'est également primordial, hein, dans la lutte contre la dénutrition. Donc, voilà, on en est absolument ravis, mais c'est aussi des actions desquelles vous pouvez vous inspirer pour participer à la Semaine nationale de la dénutrition. Alors, en plus de ces opérations thématiques, on a un programme de webinaire avec des professionnels chevronnés sur les enjeux de la dénutrition. La dénutrition, elle n'est pas uniquement
les personnes dénutries, hein, ne croisent pas uniquement, ne croisent pas que des médecins. Il y a aussi des sujets liés au rôle des aidants. Il y a aussi des sujets liés aux troubles de la déglutition et les risques que ça peut engendrer et que ça peut engendrer en termes des risques de dénutrition, tout simplement. On a aussi donné un webinaire sur les enjeux éthiques de la nutrition. C'est un autre webinaire sur les enjeux et l'importance de la santé bucco-dentaire dans la prévention de la dénutrition. Un autre webinaire sur l'alimentation et la fin de vie. Vous voyez, c'est vraiment un programme de webinaire très très large qui fait appel aux professionnels du collectif, mais aussi à d'autres professionnels qui composent notre écosystème de partenaires. Et ces webinaires sont ouverts à tous et à toutes, c'est au grand public sur inscription. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre les actualités du collectif sur son site internet et sur sa page LinkedIn pour vous tenir au courant de la sortie du prochain programme de webinaire qui devrait avoir lieu à peu près à la mi-septembre. Je vous ai remis le programme de la semaine 2025 qui s'affiche à l'écran. Et donc, vous voyez en bleu, vous avez donc vous avez les cases qui récapitulent les titres des webinaires qui ont été donnés à l'occasion de la semaine. Donc, vous voyez, on a mené un webinaire sur la dénutrition et le cancer qui a attiré beaucoup d'inscrits, un autre sur l'activité physique adaptée avec ciel bleu, donc un autre sur le microbiote intestinal et son lien avec la nutrition et la dénutrition, un autre sur ICOP et le dépistage de la dénutrition, etc., etc. Vous voyez, vous avez un panorama assez large de la façon dont la dénutrition peut être abordée. Donc, après vous avoir présenté ces opérations thématiques, je voudrais revenir un peu en détail sur les outils qui sont disponibles à la commande sur la plateforme. Vous avez donc les flyers thématiques qui sont déclinés en trois formats, hein. Le format qui s'adresse au grand public, le format qui s'adresse aux soignants, et puis le format qui s'adresse aux acteurs du domicile. Alors, grosso modo, il y a des précisions supplémentaires hein, qui sont apportées en fonction des flyers, mais l'idée, c'est de pouvoir définir simplement la dénutrition, de pouvoir évoquer, lister les signaux de repérage et les signaux à risque. Et puis, l'autre partie, c'est plutôt de préciser comment on prend en charge la dénutrition et comment on la prévient. Donc, en fonction, voilà, du public à qui se destinent ces flyers, c'est pas tout à fait les mêmes termes, mais globalement, la structure est similaire. Vous avez aussi le flyer en facile à lire et à comprendre, en FALC, qui est en fait la traduction stricto sensu du flyer grand public. L'avantage du FALC, c'est que l'utilisation de pictogrammes permet de faire passer des messages très simplement. Et donc ce flyer, il est particulièrement utile pour les personnes qui ne parlent pas correctement français, pour quelque raison que ça soit. Le flyer Paradé, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, donc c'est un flyer qui, en 4 questions, permet d'évaluer le risque nutritionnel ou non encouru par une personne. Donc, vous voyez, c'est assez simple. La personne répond, elle fait une somme de pictogrammes, et en fonction des résultats obtenus, eh bien, il y a possibilité d'évaluer qu'une personne n'est pas à risque de dénutrition, ou si elle l'est, au contraire, auquel cas, les instructions redirigent vers une consultation auprès d'un médecin. Vous avez également une affiche à destination de la restauration collective, qui vient vraiment en complément du guide d'action de la restauration collective, et elle s'adresse donc aux cuisines et son objectif, c'est de dispenser des conseils simples pour faire du repas un soin à part entière. Comment on prépare le repas, comment on fait pour adapter le menu, comment on fait pour rendre le menu attractif. Pendant le repas, quelles sont les bonnes conditions, et puis après le repas, comment on peut revenir voilà, sur comment on peut contribuer au recensement du gaspillage, comment on peut connaître les résultats des enquêtes de satisfaction. Enfin, voilà, c'est vraiment une affiche qui donne des bonnes pratiques et des éléments concrets. Et puis vous avez aussi la possibilité de commander des badges officiels de la semaine nationale, que vous soyez professionnel ou que vous souhaitez que vous souhaitiez les distribuer au grand public. Le flyer, enfin les 2 fiches d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux et à la délivrance des compléments nutritionnels oraux, un format qui s'adresse plutôt aux médecins et un format qui s'adresse plutôt aux pharmacies. Là, l'idée de ces flyers, de ces fiches, hein, c'est vraiment de donner des bonnes pratiques en ce qui concerne la prescription, la délivrance des CNO, donc que ça soit en termes de temporalité, que ça soit en termes de respect des goûts des patients. Et puis vous avez aussi une fiche pense-bête qui récapitule les équivalences en énergie avec les produits de CNO les plus courants.
Alors, en plus de tous ces outils qui sont disponibles à la commande et que vous pourrez recevoir en physique, il y a aussi tout un tas d'outils complémentaires qui ont été mis et qui ont été construits au fur et à mesure par le collectif. Vous avez donc les guides d'action qui se destinent à tous les secteurs et à tous les types de populations, enfin pas à à tous, mais il y a quand même une grande partie. On a des guides d'action à destination des résidences autonomie, on a des guides d'action à destination de l'hôpital, un guide d'action à destination des personnes en situation de handicap, un guide d'action pour les proches aidants, etc., etc. Vous voyez, c'est assez large, hein, on en a une petite dizaine. L'objectif de ces guides, c'est vraiment de pouvoir apporter des conseils et puis des éventuelles bonnes pratiques à intégrer dans les routines quotidiennes. Et ça permet aussi de recueillir quelques exemples plus ciblés d'actions qui sont menées à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Actions plus ciblées puisque elles sont particulières et spécifiques à chacune des populations ou des secteurs qui sont visés par les guides d'action. Peut-être vous faire un focus sur le guide d'action à destination des résidences autonomie. En tant que résidence autonomie, vous disposez vraiment d'un rôle clé pour prévenir et dépister la dénutrition, puisque vous travaillez auprès d'un public âgé et fragile, excusez-moi, et potentiellement à risque de dénutrition. Donc, il y a des moments qui sont intéressants avec les résidents pour faire de la sensibilisation et pour faire des actions de prévention autour de ce qu'est le bien manger. L'idée, c'est que la lutte contre la dénutrition peut se faire à travers des menus qui sont variés, adaptés aux spécificités des personnes âgées. Donc, voilà, vous avez ce guide qui est consultable en ligne, qui est imprimable également. Je vais vous mettre après le lien vers ces ressources, mais vous pouvez le retrouver dès maintenant sur les réseaux officiels du collectif. En 2024, le collectif et la CNAV avaient travaillé conjointement pour mener une campagne de communication dédiée aux aides à domicile. Et donc, il avait été fait le choix de générer 4 affiches qui se focalisent sur un indice qui doit mettre la puce à l'oreille, qui doit alerter sur un éventuel risque nutritionnel encouru par une personne. Vous voyez, vous avez le contenu du frigo qui reste plein, la taille des vêtements qui se réduit, le temps passé au lit, et puis la montée des escaliers qui devient de plus en plus compliqué, puisque il y a bien entendu dans la dénutrition un enjeu de perte musculaire. Le professeur Eric Fontaine vous en a déjà parlé. Donc voilà, ces affiches peuvent être réutilisées, elles peuvent être affichées également, et vous pouvez les retrouver sur le site du collectif. On a aussi réalisé une vidéo en motion design de Paul, un retraité. Paul, donc, il est mis en scène dans différentes situations du quotidien qui, sont en fait des moments où on peut, avec des indices mis en évidence dans la vidéo, identifier clairement les signaux qui montrent que Paul est dénutri. Vous voyez, Paul qui perd un peu l'appétit, Paul qui a plus de mal à faire du sport ou à faire des simples activités qui sollicitent ses muscles. Et donc, cette vidéo-là, pareil, vous pouvez la télécharger et la diffuser. Et elle est très ludique, très pédagogique. Elle permet de comprendre clairement comment se matérialise la dénutrition au quotidien. Vous avez aussi d'autres ressources qui pourront vous servir pour d'éventuels ateliers de sensibilisation ou de prévention. Le goût de l'âge, un livre qui a été réalisé par la Fondation de l'Académie de médecine, auquel le professeur Agathe Reynaud-Simon, la présidente du collectif, a également participé. Livre aussi très complet puisqu'il met l'accent sur la nutrition, la santé bucco-dentaire et le bien vieillir. Donc vous avez plusieurs listes de recettes et plusieurs fiches conseils qui sont détachables et donc c'est très bien fait. Et ça permet et ça permet de donner des instructions claires sur comment prendre et comment anticiper le bien vieillir. Et puis vous avez aussi le livret gourmand qui est en fait un livret qui propose une semaine de menus à l'occasion de la Semaine nationale de la dénutrition. Ce sont des menus qui sont enrichis, qui sont adaptés à la restauration collective et ce sont donc des menus desquels vous pouvez vous inspirer pour mener vos actions ou participer au concours Cuisine ouverte. Donc sur la plateforme Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est vraiment
l'outil principal de recherche et de récupération des ressources du collectif, eh bien, vous allez pouvoir vous informer sur la dénutrition et trouver tout un tas d'outils opérationnels, que ça soit des fiches, que ça soit des replays, que ça soit des rapports, que ça soit des podcasts, que ça soit des études, que ça soit des guides d'action ou des flyers qui ont été menés, qui ont été produits, pardon. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur l'académie. Donc, il y a un système de filtre qui existe et qui vous permet de choisir les outils, les types d'outils que vous souhaitez récupérer. Voilà, donc on met à jour l'académie régulièrement, donc vous pourrez retrouver les dernières ressources à ce moment. Alors pour nous suivre et nous contacter, eh bien c'est assez simple. Je ne peux que vous suggérer de suivre le compte LinkedIn du collectif, qui s'appelle donc Collectif de lutte contre la dénutrition. C'est par là que passe la plupart et même la totalité de nos actualités. Et puis vous pouvez également vous inscrire à la newsletter du collectif en vous rendant donc sur le site. Dans la rubrique s'inscrire, vous allez voir, vous avez une mention s'inscrire à notre newsletter qui apparaît en haut de page. Et les informations qui sont transmises via la newsletter le sont également sur LinkedIn et inversement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et je repasse la parole à Madame Catherine Lachaussée pour la séquence conclusive. Et je reviens à l'écran. Merci beaucoup, Alan, et merci au professeur Fontaine aussi pour les propos qui ont permis de recontextualiser les éléments à la fois scientifiques sur cette maladie et puis tous les outils que vous venez d'évoquer, Alan, parce que je pense que ça peut être vraiment des ressources intéressantes pour les personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous. Voilà, nous espérons que ce temps d'échange il vous a apporté quelques repères un peu plus concrets pour mieux comprendre, prévenir et repérer cette maladie chez les personnes âgées que vous accompagnez au quotidien. Et au-delà des apports théoriques, vraiment notre objectif, c'était de vous proposer des leviers d'action qui soient mobilisables dans vos pratiques quotidiennes, dans vos pratiques vraiment au quotidien dans les établissements, en vous appuyant sur des outils à la fois simples, des dynamiques collectives aussi, et que voilà, nous espérons que cette présentation, elle vous permettra de vous appuyer sur des éléments concrets, de partager ces connaissances au sein de vos équipes également, puisque on a bien conscience que proposer des webinaires, ça nécessite aussi du temps pour vous. Donc, d'où le replay, la possibilité d'y accéder en différé. Et on compte sur vous aussi pour être un peu ambassadeur de ce que vous avez entendu aujourd'hui et d'en parler au sein de vos équipes. Et puis, bien sûr, vous engager lorsque ce sera possible sur des actions concrètes. Donc, les initiatives qui sont portées par le collectif, Alain en a parlé, le concours cuisine ouverte, il y avait, comme je le disais en introduction, c'est beaucoup aujourd'hui des initiatives qui jusqu'à présent étaient plutôt orientées sur les EHPAD. Depuis l'année dernière, c'est ouvert aux résidences autonomie. D'ailleurs, il y a une résidence autonomie, je crois, qui est finaliste sur le concours. Donc, on espère que sur l'édition 2026, il y en aura encore plus. Bref, tout ça, finalement, c'est des opportunités aussi pour valoriser vos démarches, vos actions autour de cette thématique et bien sûr renforcer vos pratiques professionnelles auprès des retraités que vous accompagnez. Donc, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions dans le fil de conversation. On va peut-être pouvoir les traiter. Et en amont de ces questions, également, vous voyez à l'écran qu'il y a un petit QR code. Alors, pourquoi? Parce qu'on aimerait avoir un peu votre retour sur l'exercice qu'on vient de conduire avec vous aujourd'hui. Donc, côté assurance retraite, on essaye vraiment de développer cette action, de s'adresser directement aux acteurs du terrain, que ce soit des professionnels du domicile, mais aussi les résidences autonomie. Pour autant, c'est une des premières fois qu'on organise quelque chose avec vous. Donc, on aimerait avoir, vous verrez, c'est un questionnaire assez simple, il y a une dizaine de questions pour savoir comment vous avez accueilli les contenus qu'on a essayé de vous faire passer aujourd'hui et savoir aussi si c'est une modalité qui pourrait vous intéresser sur d'autres thématiques à l'avenir. Donc, on est vraiment intéressé par vos retours. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas, on a un temps de questions-réponses qui est dédié, donc vous Oui, pouvez dans les le chat, il y poser. a, il y a Madame Bress qui nous posait une question. Elle est enseignante dans un lycée pro, si j'ai bien compris, et elle pose la question de savoir si elle peut profiter de la semaine pour faire une action avec ses élèves.
La réponse est oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Après, c'est pas nous qui allons le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous enfin, qui connaissez un petit peu vos élèves et puis la condition dans laquelle vous enseignez. Donc, bien sûr que vous pouvez tout à fait faire un, un focus sur ce que c'est que la dénutrition pour en parler. Parce que si j'ai bien compris, c'est quand même des gens qui vont être après dans l'accompagnement de soins et de services à la personne, donc ils vont être forcément en contact de personnes dénutries et qu'ils les repèrent le plus vite possible, ça fera gagner du temps à tout le monde, hein. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, hein. Ça peut être enfin, vous avez vu tous les outils qu'il y a, hein, mais après, vous pouvez faire un débat. Enfin, je sais pas. Enfin, honnêtement, la question, est-ce que je pense que ça, c'est possible? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. C'est un peu ça, je suis désolé. Mais bien sûr que c'est possible. C'est une très bonne idée, même. Alors, Madame Bress, si vous voulez, vous pouvez activer votre micro. Je vous ai donné j'ai donné l'autorisation d'ouverture des micros, donc si vous souhaitez poser votre question à l'oral, c'est possible. Alors, il y a une autre question. Pour nous aussi, en résidence autonomie, pouvons-nous avoir les affiches et flyers? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez complètement commander en tant que résidence autonomie vos kits de communication. Il faut simplement suivre la procédure qui a été détaillée un petit peu avant. Mais oui, il y a aucun souci. Vous pouvez commander tous les outils qui sont disponibles à la commande et les recevoir pour soutenir vos actions pendant la semaine. Quels sont les tarifs du kit? Eh bien, en fait, il y a pas de tarif. C'est complètement gratuit, hein. Ça fait partie des engagements du collectif, en tant que structure, d'intérêt public. Eh bien, les kits vous sont envoyés à titre gratuit. Donc, vous pouvez en commander, comme vous le souhaitez. Dans la limite du financement Dans la, qu'on li- obtient. En fait, c'est ça le Bien problème. entendu. C'est qu'à l'heure où je vous parle, maintenant je suis trésorier du collectif, et à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore de quoi payer tout ce qu'on a imaginé faire. En tout cas, on n'est pas du tout. Voilà. Mais c'est comme ça chaque année au mois de juin, hein. Et puis dans l'été, finalement, les financements arrivent. Donc voilà. Mais c'est clair que l'année dernière, on avait eu une petite coupe budgétaire qui fait que il y avait des choses qu'habituellement on envoyait, c'était des kakémonos, et ça c'est vraiment c'est quelque chose d'assez cher. Et l'année dernière, on a dû malheureusement faire un trait sur ces kakémonos, quoi. Donc c'est gratuit dans la limite, on vous fera jamais payer de toute façon, hein, mais on vous donnera ce que nous on peut vous donner. Voilà. Et après, il y a tous les outils téléchargeables. Alors ça, vous pouvez faire ce que vous voulez et les imprimer. Si vous pouvez les imprimer, et là pour le coup, ça va vous coûter un petit peu quelque chose. Mais les films, ils passent très bien sur n'importe quel ordinateur, hein. Donc là, une fois que vous l'avez téléchargé, c'est complètement gratuit. Donc voilà, c'est gratuit. Il faut juste que nous, on trouve l'argent pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Et pour compléter ce que vient de dire professeur Eric Fontaine, je vous mets dans le chat le lien à partir duquel vous pourrez télécharger l'ensemble des ressources qui ont été présentées. Donc, vous pouvez les télécharger directement. Il y a des formats sans trait de coupe et avec trait de coupe si vous souhaitez les imprimer. Voilà, il y a les guides d'action, les flyers, le flyer paradé. Il y a absolument tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le fil de discussion. Peut-être vous indiquer aussi que dans le fil de discussion, toujours juste au-dessus du lien pour remplir le formulaire, on vous a remis aussi un lien vers un webinaire qu'on avait organisé alors, il y a déjà quelques mois, puisque c'était en novembre 2024, sur ce même sujet de la dénutrition. C'était à l'occasion de la semaine de la dénutrition de 2024. C'était un webinaire qu'on avait enregistré également avec l'appui du collectif, qui vous permettront aussi d'accéder à des infos, des outils complémentaires. Donc, si la thématique vous a intéressé, on vous met en complément des liens vers le replay qu'Alan a évoqué, ce document également.
comment on récupère le replay? Je crois que vous l'aurez dans quelques temps, hein, Ayane, c'est ça, le replay, ils l'auront dans quelques temps dans leur mail, c'est ça? En fait, vous l'aurez juste après la fin de ce webinaire. Il vous sera envoyé automatiquement sur la boîte de l'adresse mail à laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. Et je vous remets aussi dans le chat le lien vers la plateforme d'inscription à la Semaine nationale de la dénutrition 2026. C'est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire avec votre numéro SIRET et puis déposer vos actions et surtout commander vos kits de communication. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Si jamais il y a encore une question, quelqu'un qui veut poser une question, vous pouvez vous manifester. Alors, il y a une question de la résidence autonomie Château-Thierry. Bonjour, peut-on participer à la semaine uniquement en organisant une action de communication? Oui, oui, tout à fait. Il y a pas de restriction, il n'y a pas de restriction en termes de typologie d'action. Vous pouvez mener l'action que vous souhaitez. Vous pouvez la mener sur la durée que vous souhaitez. Et une action de communication, ça fait tout à fait partie des actions qu'on labellise et qui rentrent dans la semaine de la dénutrition. Et puis ça peut être de la communication physique, ça peut être de la communication en ligne. Enfin voilà, il y a pas de restriction de ce point de vue-là. Très bien. Eh bien, merci à tous. Merci de votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui, donc merci, merci pour cela. Je remercie aussi la, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et Madame Lachaussée et Madame Bruguère pour leur précieuse aide dans l'organisation du webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à contacter le collectif. On a une adresse contact à Lutte contre la dénutrition, sur laquelle on pourra répondre à d'éventuelles questions qui arriveraient un peu plus tard. Merci Merci, beaucoup. merci, Merci bon week-end beaucoup. à tout le Au monde. revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.